أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى. Alors il y a eu un déclic qui pour moi remonte pas au 11 septembre, qui remonte en fait une semaine avant, à la conférence de Durban, qui était une conférence, vous savez, contre le racisme, organisée par les Nations Unies. Mon espoir était tout simple, c'était de faire de cette conférence, si possible, modestement, essayer d'impulser une réflexion contre toutes les discriminations. Et j'ai un peu changé d'avis quand j'ai vu que des militants antiracistes, européens principalement, étaient prêts à manifester avec des militants clairement islamistes à cette conférence, en tenant des propos clairement antisémites. This, Justin, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning. Depuis quelques années, les islamo-gauchistes ne ratent aucune occasion de renforcer la coopération entre les mouvements sociaux et les musulmans intégristes. Souvenons-nous qu'à Durban, à l'occasion de la conférence mondiale contre le racisme, les thèses pudiques de l'antisionisme gauchiste flirtaient déjà avec l'antisémitisme assumé des islamistes et depuis, les rapprochements n'ont pas cessé. À l'association Toulouse Ouverture, au cœur de la Rainerie, dans le quartier du Mirail, on a voulu s'interroger sur cette question. Même si ses membres fondateurs sont issus de l'Église réformée de France, Toulouse Ouverture n'est pas un lieu confessionnel. En charge d'une maison de chômeurs devenue au fil du temps une maison de quartier, l'association Toulouse Ouverture organise tous les jeudis des repas débats. Et c'est dans le cadre d'un de ces repas débats que les participants ont pu donner leur avis sur le sujet brûlant de l'alliance entre les gauchistes et les islamistes après avoir visionné la vidéo d'une conférence donnée par Caroline Fourest. La journaliste de Prochois et de Charlie Hebdo a dénoncé il y a déjà quelques temps dans son livre La tentation obscurantiste la dangereuse dérive de certains progressistes tentés de faire un bout de chemin avec les islamistes intégristes héritiers directs d'Hassan al-Banna, fondateur de la confrérie des frères musulmans. Jean-Pierre Nizet, pasteur de l'Église réformée de France et directeur de Toulouse Ouverture, revient pour nous sur le principe des repas débats et plus particulièrement sur celui consacré à la tentation obscurantiste. Il n'a pas le droit de faire ça dans un endroit public, c'est un bar. Moi personnellement, je viens prendre des cafés chez lui et tout. Il n'a pas le droit de faire ça. Je prends ça comme de la traîtrise. Il vient, il me fait des grands sourires. Il sait que je suis musulman. Après le lendemain, je viens, je vois des caricatures comme ça. C'est de l'hypocrisie et de la traîtrise. C'est tout. Mettre un cocktail molotov, il va comprendre. Nous nous sommes procuré le programme politique de Hassan al-Banna. Voilà parmi ces 50 demandes ce qu'il ordonne. Revoir les méthodes d'enseignement des filles. Interdire la mixité. Éduquer les jeunes à la ferveur de la guerre sainte, le djihad. Ou encore exercer un contrôle sur le théâtre et sur le cinéma. Tariq Ramadan est-il très éloigné de certaines de ses recommandations ? À Genève, en 1993, il exerce en tout cas... Donc le repas débat, le principe, c'est qu'on est appelé à aborder beaucoup de sujets. Ça peut être des sujets de l'actualité sociale, ça peut être des sujets beaucoup plus légers et même parfois un peu décalés par rapport au quartier. Je pense notamment à une intervention là, d'un copain, Omar Mehdi, qui est venu nous parler du pic du Midi. Ça peut être des actions poétiques, culturelles, ça peut être des rencontres avec des associations pour mettre en valeur le travail associatif. Et puis, par moments, on a effectivement des sujets beaucoup plus politiques ou plus sensibles, comme cette question donc des liens entre une certaine gauche et les partis, on va dire les frères musulmans pour faire au plus court. Voilà, donc ce sujet, on l'a abordé parce que je crois que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes qui fréquentent le lieu. Il faut que tu saches qu'il y a énormément d'Algériens dans le quartier. Donc là, il y a vraiment une grande majorité d'Algériens. Il y a 70 nationalités, mais bon, les Algériens sont très nombreux. Et beaucoup d'Algériens ont quitté l'Algérie pour des raisons d'ordre politique, souvent même dans l'obligation de quitter le territoire parce que des menaces très lourdes pesaient sur eux. Et donc c'est une question sensible ici à la Rainerie. Et nous, on n'avait aucune raison de l'occulter à partir du moment où, régulièrement, dans nos conversations, dans nos échanges, on est amené à parler de cette tentation obscurantiste, comme l'a définie Caroline Fourest. Dans les années 90, l'Algérie est à feu et à sang.
Le conflit oppose les islamistes et le gouvernement en place. Cela commence en décembre 1991 quand le gouvernement annule les élections législatives après les résultats du premier tour, anticipant une victoire du Front islamique du salut, de crainte que celui-ci instaure une république islamique comme certains de ses dirigeants le laissent entendre. Le gouvernement réprime les islamistes terrorisent la population à coups d'attentats sanglants. Pour certains, les choses ne sont pas aussi simples. Les manipulations des deux côtés vont bon train. À cette époque, Moussa Ben Cherif est un militant démocrate. Il lutte, ses compagnons sont tués, sa vie est menacée, il doit fuir, c'est à Toulouse qu'il trouve refuge. Aujourd'hui, Moussa nous parle de cette guerre et réagit au comportement complaisant et bizarre, c'est ses mots, de la gauche envers l'islamisme. Je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai tout fait en Algérie, donc je suis en France depuis 9 ans maintenant. J'ai quitté l'Algérie en 98 après avoir essayé de survivre au milieu des événements que vivait l'Algérie, c'est-à-dire les attentats terroristes. J'étais visé avec d'autres parce que j'étais un militant politique, un militant pour les droits de l'homme, pour la démocratie, surtout un militant de gauche. Et des événements ont fait que j'ai dû me réfugier chez mon beau-père, qui lui-même a été victime d'un enlèvement par un groupe terroriste dans son cabinet de médecin, et on l'a jamais retrouvé à ce jour. Donc on s'est retrouvé dans des situations extrêmement dures, qui a fait qu'on a demandé à venir avec le soutien de militants en France, notamment de l'association Aïda, on a pu venir en France. Voilà. Quel rôle a joué la gauche à ce moment-là? Nous, ici, en France, on a vu des intellectuels de gauche remettre en cause, ils sont allés jusque-là, les attentats islamistes et la responsabilité des islamistes dans la guerre. Oui, c'était très surprenant parce que moi, en étant là-bas, je ne comprenais pas du tout l'attitude de certains mouvements de gauche concernant ces questions-là. On a parlé de généraux, de pouvoir des généraux, ce qui n'est pas faux. Mais la responsabilité sur les attentats individuels, la responsabilité sur les massacres est portée par les islamistes en tant que mouvement politique. Qu'ils aient été manipulés ou pas, ça, moi, je ne suis pas flic, je suis militant, donc je regarde les choses, qu'ils aient été manipulés ou pas, je n'en sais rien. Mais ce qu'on peut dire, c'est que politiquement, tout a été fait. Ces organisations-là ont été créées et elles ont mené une lutte contre la population, contre les militants, les syndicalistes, contre les démocrates, et que ces mouvements-là ont toujours revendiqué tout cela. Donc c'était surprenant de voir des gens dire, à la suite de certains partis, qui tue qui, on ne sait pas qui tue, ça a commencé comme ça, mais c'était un peu semer le doute pour pouvoir dire après, ah non, les islamistes ne sont responsables de rien du tout, c'est le pouvoir qui est responsable, c'est lui qui organise les attentats, c'est lui qui organise les massacres. Et après mon arrivée ici, j'ai pu constater que beaucoup, notamment des gens de gauche, étaient complètement en dehors de la situation, c'est qu'ils ne comprenaient rien à ce qui se passait en Algérie, et c'est surprenant de voir des militants qui se disent internationalistes avoir comme grille de lecture leur propre périmètre, mais très très restreint comme horizon, pour pouvoir juger de la situation dans un pays sans parler des réalités de ce pays, de ce qui se passe, de son histoire, de ce qui s'est passé depuis l'indépendance, des mouvements qui sont en place, avec des jugements surprenants sur les mouvements politiques de gauche, même si les mouvements politiques de gauche en Algérie ont fait des erreurs. Mais il n'y avait pas de place à la discussion. C'était juger, c'est l'affaire juger et c'est fini. Et en même temps, ce soutien à des mouvements
mais vraiment de nature fascisante, était pour le moins bizarre. Voilà. Bonsoir. La Constitution contre le Coran, l'image est un peu abusive, mais elle résume bien ce que l'Algérie est en train de vivre. Devant le raz-de-marée du fils, les autres partis ont en effet déposé 341. Notre but idéal, c'est de voir une république islamique, non pas en Algérie, mais à travers tout le monde entier. Pourquoi pas? On est pour un seul imam, un seul président. Vous l'appelez comme vous voulez, ça ne change pas. Un seul califat, un seul imam, un seul... Mais une seule essentielle, une seule république islamique. Privé de ses chefs historiques emprisonnés, le Front islamique du salut se dote d'une nouvelle direction. Le propre fils d'Ali Benhadj est mobilisé pour la campagne électorale. Cher Madani est un islamiste pragmatique. Ce docteur de la foi prône le retour systématique aux valeurs de l'islam, mais il sait faire patte de velours pour ménager l'avenir. Il se réfère au Coran pour prêcher la libéralisation économique. Son équipe est constituée de jeunes intellectuels sortis pour la plupart des universités américaines. Mais ici, s'arrête l'esprit d'ouverture. L'essentiel, c'est qu'il n'y aura pas de guerre civile en Algérie. C'est un peuple conscient de la situation et il va faire tout son possible pour qu'il n'y ait pas de sang qui coule en Algérie. On est entre frères, on est tous des Effroyable, carnage, horreur, ce sont quelques-uns des titres de la presse algérienne. Aujourd'hui, l'Algérie est sous le choc au lendemain de l'attentat à la bombe contre l'aéroport d'Alger. 9 morts, plus d'une centaine de blessés. L'Algérie qui s'interroge sur les commanditaires et les exécutants de cet attentat. J'ai beaucoup de copains qui ont été liquidés physiquement, qui ont été tués par des islamistes. Donc, là, il n'y a pas de discussion possible. On n'est pas dans un truc abstrait. Donc, on est dans le réel. Et ce qui est terrible, c'est de voir sur les démocrates algériens, il n'y a pas eu seulement un rejet, il y a eu un combat qui a été mené contre les démocrates algériens, mais un combat acharné. C'est-à-dire que j'ai vu ici des journalistes, comme ce groupe de Canal+, des éditeurs comme ceux de La Découverte, et ces liens avec Vivendi, c'est des trucs assez bizarres. Ces gens sont beaucoup plus acharnés contre les démocrates algériens que les islamistes eux-mêmes. Alors il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est-à-dire sont-ils plus algériens que les Algériens? C'est quand même assez bizarre. Comment comprends-tu qu'il y ait une certaine indulgence de la part d'une certaine gauche à l'encontre des mouvements de l'islam radical? Moi, je suis dans l'incompréhension. Par quelle construction intellectuelle des personnes qui se revendiquent, qui se disent appartenir à des mouvements avant-gardistes, progressistes, censés porter les grandes valeurs sociales, comment ces mouvements peuvent faire alliance avec des groupes qui sont liberticides, qui sont ultra-libéraux. C'est vraiment une énigme pour la pensée même. Alors, je sais pas, il y a des tentatives de réponse. Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes et que les frères musulmans, parce que c'est quand même des frères musulmans dont il est question dans la conférence, représentent pour ces personnes, donc ces mouvements de gauche, qui se disent de gauche, représentent le fer de lance d'une révolution sociale anti-impérialiste. Mais là, c'est une erreur absolue. Toi, tu te sens proche de cette gauche altermondialiste au départ? C'est-à-dire que nous, on est en lien, effectivement, par rapport à notre action ici dans les quartiers, beaucoup plus en lien avec les partis de gauche. Et c'est vrai que par mon ministère précédent aussi, puisque j'étais pasteur dans les Cévennes, j'ai été appelé à rencontrer beaucoup de groupes qui font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'altermondialisme. J'étais très en lien aussi avec la Confédération paysanne. Et déjà à l'époque, j'avais été frappé de voir que certains discours qui n'étaient pas des discours antisionistes, mais bien antisémites, donc là, il faudrait avoir du temps aussi pour expliquer tout ça. Eh bien, traverser ces mouvements, et c'est quelque chose qui me cisaillait. Et j'étais vraiment dans la compréhension, encore une fois, et dans la colère, bien sûr. Salut, c'est Daniel Mermel. Si j'y suis en direct de la Villette.
en direct du Forum social européen. Voilà, Tariq Ramadan arrive. Hassan al-Banna est tout simplement le fondateur des Frères musulmans en Égypte dans les années 28, c'est-à-dire le mouvement politique qui a fait échouer la réforme rationaliste de l'islam. Il est évident que, y compris des discours qui affirment qu'ils soient d'ailleurs chrétiens, juifs ou musulmans, des références religieuses peuvent s'inscrire dans cet espace, pour autant qu'on ne remette pas en question ce que sont des acquis de l'espace public, notamment des acquis des luttes des femmes et des luttes féministes, contre le droit à l'expulsion ou contre la polygamie. Et c'est une rhétorique que vous trouvez dans la bouche de quelqu'un comme Tariq Ramadan, qui l'enseigne à ses fidèles, qui l'enseigne à ses troupes, qui considère que les musulmans, dès lors qu'ils ne sont pas fondamentalistes, et qu'ils revendiquent une approche rationaliste et laïque, sont des musulmans, je cite Tariq Ramadan, sans l'islam. Comment, toi, homme de gauche, musulman aussi, comment tu peux vivre ce mariage contre nature? Je pense que ce mariage contre nature est aussi le résultat d'une crise de la gauche. C'est-à-dire qu'il y a une certaine gauche qui s'est inscrite dans une fuite en avant de toutes les manières, tous les autres sont mauvais, c'est-à-dire cette question de la pureté idéologique. Il y a des mouvements de gauche où la pensée n'a plus de place. L'action pour l'action, c'est-à-dire le fait d'être contre tel ou tel personnage ou tel pays est une fin en soi, contre les États-Unis, pas contre les États-Unis, c'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et cette manière de voir, qui n'a rien de politique, est complètement destructrice. Et il y a dans ces mouvements de gauche des gens qui se battent contre toute idée d'organisation politique, de parti politique, alors que la démocratie, il n'y a pas eu encore un autre système meilleur, mais elle est structurée autour de mouvements politiques où les gens réfléchissent ensemble, se posent des questions et trouvent des solutions, que ce soit à droite ou à gauche. Donc, et qui sont sur ce système de nébuleuse très ouverte, hein, c'est-à-dire où tout peut rentrer et puis tout est ouvert. Alors, les mouvements islamistes ne sont pas idiots, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Quand je dis islamistes, c'est-à-dire surtout le mouvement des frères musulmans et sa structuration, notamment en Europe, ils savent ce qu'ils veulent. Ils utilisent ces forums, ces organisations pour pouvoir être légitimés comme porte-parole des peuples, pour pouvoir dire il n'y a qu'une seule vision de l'islam, c'est la nôtre. Et puis nous, à travers cette vision-là, nous essayons de construire des relations. C'est extraordinaire, il y a un désir de faire en sorte que les populations issues de pays musulmans, qu'ils soient d'Afrique ou d'Afrique du Nord ou d'Asie ou ailleurs, soient identifiées seulement à travers leur religion. Tariq Ramadan, bonjour. On était en train de dire, j'étais en train de parler de l'encombrant, de l'infréquentable, du sulfureux, du diabolique. Ramadan, est-ce que ça vous va comme présentation? Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ma participation à tout cela, c'est d'éviter cette médiatisation ou cette diabolisation de la personne pour qu'on en arrive vraiment au cœur du débat. Et aujourd'hui, le cœur du débat, c'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour résister à ce qu'on nous propose tout le monde. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Le problème, c'est lorsqu'on se met à confondre des mouvements musulmans progressistes avec des mouvements musulmans réactionnaires. Parce qu'autant je pense qu'effectivement des mouvements musulmans progressistes ont certainement la place au Forum social européen, autant des mouvements musulmans réactionnaires, on ne peut pas faire un autre monde avec eux, si ce n'est un autre monde réactionnaire. Il y a souvent des personnes qui sont brisées socialement, essaient de se relever en affirmant une identité religieuse et construisent leur identité par le religieux. Et malheureusement, je dirais, souvent, ce sont des personnes qui sont un peu attirées par des systèmes de pensée religieuse, mais
qui sont pas sont pas forcément fondamentalistes, mais bon, il y a quand même un peu un attrait de certaines formes de fondamentalisme, et que ça soit du côté musulman et je dirais par rapport à quelque chose que je connais davantage, par rapport aussi au monde chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de sectes évangéliques dans les quartiers, et je vois et je recueille des témoignages de personnes qui ont eu cette tentation, parce que c'en est une autre. Les personnes vont plus facilement à la recherche de ce type de groupes religieux, plutôt que des groupes religieux, plus modérés, et qui ne font pas du religieux justement une béquille. Moi, en tant que pasteur, par exemple, je ne suis pas là pour apporter des réponses, pour combler des manques par le religieux, quoi. C'est terrible. Quand le religieux sert de bouche-trou, eh bien là, c'est comme ça qu'on construit des monstres. Et malheureusement, moi, j'ai le privilège un peu douloureux de recueillir des témoignages de personnes qui sortent de ces communautés-là. Et souvent, elles sortent plus brisées et cassées qu'elles n'y sont entrées. Dire qu'aujourd'hui il y a un air de famille entre ce qu'on vit dans les banlieues et la situation coloniale qu'ont vécu les grands-parents, peut-être souvent des jeunes gens qui y vivent, ça a quelque chose de parfaitement évident. Allahu Akbar, cousin, on va les baiser. Tu veux Sarkozy? On se regarde bien, on est où? On est à Jérusalem. Parce que là, c'est dans la montée de tir, on se à Jérusalem. Il y a eu 2 petits qui sont morts, 2 petits frères à nous. Dans le monde arabe et dans le monde qui n'est pas européen de manière générale, la question du génocide des Juifs n'a pas la même centralité historique qu'en Europe. Et c'est évident que dans les pays anciennement colonisés notamment, que ce soit aujourd'hui... Cette émission se termine. Merci beaucoup à Moussa Bencherif et Jean-Pierre Nizet.